Bonjour tout le monde, merci, bienvenue d'être en fait à ce midi inspirant, évalué pour soutenir l'apprentissage. Je m'appelle Julie Pigeon, je suis directrice générale de l'association EdTech. Donc, EdTech, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, c'est un regroupement d'organisations qui travaillent en technologie éducative, donc qui proposent des ressources éducatives numériques québécoises. Je vous invite, si vous êtes curieux, à aller jeter un coup d'œil sur nos membres. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on va faire le lancement à l'automne 2022 d'un tout nouveau portail de ressources éducatives québécoises. Donc, ça va être disponible au edtech.ca. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre gazette mensuelle EdTech. Donc, à raison d'une fois par mois, on vous envoie des actualités, des projets, des idées, des événements, toujours qui touchent les technologies éducatives d'ici. Donc, aussi pour les ateliers médias inspirants, comme celui de ce midi, si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés, je vous invite à aller rejoindre notre chaîne YouTube donc de EdTech pour pouvoir revoir ou voir même les autres ateliers qui ont été présentés au courant de l'année. Donc, notre thème d'aujourd'hui, évaluer pour soutenir l'apprentissage, l'école sans notes. Donc, pourquoi se passer des notes? Dans quelles circonstances cela est-il approprié? Comment la technologie peut-elle favoriser ce changement? C'est les questions auxquelles nos panélistes d'aujourd'hui, que je vous présente sans plus tarder, vont tenter de répondre. Alors, je débute avec Annick Ingré. Annick, qui est titulaire d'une maîtrise en enseignement du français spécialisée en évaluation des apprentissages et elle détient également un bac en sciences du langage. Annick est présentement directrice adjointe à la pédagogie et à l'innovation chez Études Secours, donc Études Secours qui est la première école secondaire entièrement en ligne et accréditée par le ministère de l'Éducation. Alors, bonjour Annick et merci beaucoup d'être là. Ensuite, on accueille Catherine Michaud. Catherine, qui est également titulaire d'un bac en enseignement des mathématiques, qui est enseignante au secondaire 3, 4 et 5, qui a développé ses valeurs pédagogiques en travaillant pendant plus d'une décennie au Collège Saint-Bernard dans le programme Voix d'avenir, un programme qui s'adressait aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Donc, elle a également fondé EBI, qui est une application qui offre, comme vous l'aurez deviné, une solution aux enseignants qui souhaitent impliquer l'élève dans une évaluation intégrée et conjointe, sans notes chiffrées. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'être là. Et enfin, on accueille Michel Potvin. Michel qui est titulaire d'une maîtrise de recherche en éducation et d'un bac en orthopédagogie et en adaptation scolaire. Elle est aussi la directrice d'Evadi. Donc, Evadi qui fournit des outils pour faciliter l'évaluation qualitative des apprentissages en orthographe de la 6e année à l'enseignement postsecondaire. Bonjour Michel, merci beaucoup d'être là. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos panélistes. Je vous invite, chers participants, à être actifs sur le chat, à poser des questions que nous, on va pouvoir relayer, l'équipe d'EdTech et moi, à nos panélistes. Donc, Michel va débuter le tout en nous faisant un petit historique là, de l'évaluation sans notes. Alors, à toi, Michel. Oui, je vais mettre le partage. Ici, share screen. Celui-ci, il faut que je vais tasser ça, désolé. Share, et voilà. Comme ça. C'est bon? Est-ce que vous le voyez? Excellent. OK. Alors, donc, c'est moi qui vais faire le préambule et ensuite parler d'une partie de l'évaluation que mes collègues vont compléter, chacun son domaine que je pourrais dire, vous allez comprendre. Je voulais juste avant montrer pourquoi le logo, je le trouvais intéressant, ce logo-là. En fait, là, ici, il manque une main, je viens de voir, là, on le voit un petit peu plus ici. Il y a vraiment les 4 mains qui entourent la plante et la plante étant l'élève. Et donc, on est là, qu'on l'encadre et qu'on ne peut pas tirer dessus, hein, on ne peut pas obliger la plante à pousser. Et c'est donc en lui donnant tout ce dont elle a besoin, qu'on lui permet de grandir. Mais l'évaluation, parfois, ça crée plutôt ce type de résultat parce que l'élève ne se sent pas à la hauteur, son estime de soi est attaquée et les notes, c'est souvent ça que ça fait parce que l'élève voit les autres réussir et lui ne réussit pas à la hauteur de ce qu'il voudrait. Et donc, malheureusement, ça crée ce type de résultat.
C'est ce qu'on veut éviter le plus possible. OK. Alors, le bulletin chiffré, ça date de très, très, très longtemps. Hein. C'était au départ de l'école organisée, qu'on pourrait dire déjà, c'était chiffré. À un moment donné, ça ne l'était plus. Donc, en 2007, là, non, ça, avant en 2007, c'est fin 90, je n'ai pas trouvé la date exacte, l'année exacte, mais dans la réforme, dans le renouveau pédagogique, il y a eu le bulletin qui était pour évaluer les compétences. Et les parents, ils n'ont pas trop aimé. C'est surtout la pression des parents là, qui a fait qu'en 2007, c'est revenu au bulletin chiffré. Et ce qu'on lit quand on va voir là, les articles là-dessus, c'est que c'est comme un peu comme une insécurité. Oui, mais mon enfant, il vaut combien? Là? Il réussit-tu? Il ne réussit pas? Il va-tu aller au cégep? Est-ce qu'il y a des notes? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour entrer dans cette compétition-là? Parce que c'est vraiment une compétition. Et donc, en 2007, le gouvernement a reculé finalement sur ce pas qui avait été fait, qui était quand même un beau pas. Et donc, il est revenu au bulletin chiffré avec quand même des compétences, de l'évaluation des compétences, mais ça revenait au chiffré plutôt que d'écrire c'était quoi les compétences. Et là, ça veut revenir en 2017. Sébastien Proulx, comme on regarde ici, lui, il voulait revenir, donc 10 ans après, revenir au bulletin qui est sous forme de compétences parce qu'on se rend compte qu'on n'aide pas les élèves, on crée la compétition, puis à long terme, les chercheurs le disent, ce n'est pas une bonne option, ça n'aide pas l'élève à long terme. L'évaluation, si on regarde selon le ministère de l'Éducation, il y a 4 types d'évaluation selon ses fonctions. Donc, il y a 2 catégories qu'on pourrait dire, d'aider l'élève et de reconnaître les compétences. Alors, aider l'élève, on va avoir tout ce qui est formatif, donc on va appeler ça des évaluations formatives qui permettent de se donner des objectifs, ça c'est la régulation, de se donner des objectifs, de les vérifier, de voir si on doit les réajuster et il y a la rétroaction qu'on donne à l'élève. On va retrouver dans ces types d'évaluation-là l'évaluation qui sert à diagnostiquer, excusez-moi, et celle qui sert à déterminer le niveau de compétence. Donc, est-ce que les objectifs sont atteints en termes de compétences? Donc, on va énumérer des compétences à atteindre. Ici, reconnaître, ici, dans le fond, c'est dans le but d'aider l'élève. Donc, ce n'est pas d'avoir une note, mais c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il a à travailler? Où sont ses forces? Où sont ses faiblesses? Alors que la deuxième catégorie, c'est de reconnaître les compétences, donc d'attester si l'élève a acquis ce qu'il fallait pour passer à un niveau supérieur, par exemple, et de certifier les études, donc d'accorder le diplôme. Donc, c'est vraiment les 2 catégories de fonctions et les 4 fonctions qu'on attribue au ministère. Les chercheurs, bon, ça ici, c'était très rapidement, selon Halal, je vais enlever l'animation, c'est quoi la régulation? Donc, on se fixe un but de départ. Là, on va orienter l'action, on va contrôler la progression de l'action, voir si ça fonctionne bien, on va donner de la rétroaction à l'élève, on va confirmer ou réorienter la trajectoire de l'action pour redéfinir le but ou retravailler ce but-là. Donc, c'est ça la régulation. Ce n'est peut-être pas un terme qui est très fréquent dans le vocabulaire courant. Je me répète, là, fréquent dans le courant. Selon Raymond, elle le voit un petit peu différemment. Il y a l'évaluation de l'apprentissage et l'évaluation pour l'apprentissage. Donc, c'est des termes qu'on voit beaucoup circuler. Dans l'évaluation pour l'apprentissage, c'est aussi l'évaluation au service de l'apprentissage qu'on voit là, dans les écrits, là, dans les écoles, on entend aussi ça. Et donc, c'est le même principe, c'est pour évaluer ce qui a été appris ou orienté. Mais c'est pour l'orientation, pour que ça soit efficace, l'évaluation pour l'apprentissage, il faut que les informations qu'on aille chercher servent à l'apprentissage et il faut que les enseignants aient la volonté de faire quelque chose avec cette information-là. Actuellement, les notes
bien, on a une note, puis l'élève n'a pas passé ou il a passé, puis c'est comme on passe à d'autres choses. Alors que là, c'est vraiment d'utiliser l'information qu'on récolte dans le but d'aider l'élève. Et ça, c'est gagnant à long terme. Moi, je vais vous parler beaucoup plus spécifiquement de l'évaluation diagnostique parce que c'est mon domaine d'évaluer pour aller chercher des indicateurs de troubles d'apprentissage, d'aller chercher les forces et les faiblesses, mais dans un but, pas de poser un diagnostic, mais dans un but de déterminer les interventions, faire un plan d'intervention avec l'élève. Alors, une évaluation diagnostique, comme toute évaluation, de toute façon, ça c'est important de le comprendre, c'est un portrait à un moment donné. Ce n'est pas parce que j'ai évalué l'élève cette semaine puis qu'il n'a pas eu un bon résultat qu'il n'est pas bon. À ce moment-là, il n'avait pas les acquis, mais peut-être qu'il il était peut-être nerveux, stressé, il y a peut-être quelque chose qui a fait qu'il était dérangé, qu'il n'était pas assez présent, assez attentif. Donc, c'est un portrait à ce moment-là, mais ce n'est pas nécessairement la compétence de l'élève. Et que ce soit diagnostic, certificatif et tout ça, c'est un portrait à un moment. Pourquoi je le spécifie? C'est parce qu'il faut tenir compte que l'élève continue d'évoluer. Donc, il ne faut pas prendre une évaluation en début d'année puis conserver ça pour toute l'année. Il faut refaire en cours d'année, bien évidemment, pour continuer de valider. Alors, l'évaluation diagnostique, donc, c'est un portrait des forces, des faiblesses. Pour l'élève, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Donc, ça lui donne son portrait assez détaillé, le plus détaillé possible. Et on ne parle pas de notes du tout, mais vraiment de forces et de faiblesses. On va travailler beaucoup sur les erreurs aussi. Ça va nous permettre et permettre à l'élève de cibler qu'est-ce qu'il a à travailler. Et je parle beaucoup par rapport à l'élève parce qu'on peut impliquer les élèves et même les petits. J'ai lu beaucoup, aux États-Unis, il y a plusieurs écoles qui ont commencé ça, à impliquer les jeunes, assez jeunes, à travailler à partir de leurs erreurs, puis de discuter avec d'autres élèves, puis pour vraiment s'impliquer dans l'apprentissage et non pas juste subir les résultats qu'ils reçoivent. Donc, on va cibler les forces et pas les forces, mais les besoins. Donc, ici, là, la cible, c'est pour les besoins, déterminer les besoins de l'élève. Et ce qui fait que l'élève va beaucoup plus s'impliquer dans ses apprentissages. La motivation augmente au fur et à mesure que l'élève réalise que l'évaluation lui sert. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment dans les études. Pour l'enseignant, l'évaluation diagnostique, ça va lui permettre d'orienter son enseignement. Et là, ce que les auteurs disent, c'est vraiment en début d'année. Là, j'ai mis des références ici en bas, Ré, Scalon. Scalon, entre autres, dit que l'évaluation dès le début d'année nous donne le portrait. Et ça, c'est en 91, là, on en parlait déjà là. Donc, ça donne un portrait de la classe parce qu'il nous arrive des nouveaux élèves qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est important de savoir à qui on a affaire. Si c'est des élèves qui ont certaines lacunes, il faut les combler parce qu'on ne peut pas espérer qu'un élève puisse apprendre la matière à apprendre dans cette année-là s'il n'a pas les bases. Donc, il va falloir faire une rééducation ou replacer, réviser, qu'importe, mais il va falloir faire quelque chose, poser une action. Donc, c'est important d'avoir ce portrait-là au départ et c'est un portrait qu'on refait dans l'année pour voir l'évolution, voir la progression de l'élève. Et Brésilon et Champeau, qui est indiqué ici, eux autres, ils ont insisté aussi sur le fait que l'évaluation diagnostique va faire ressortir des élèves des difficultés d'élèves qui ne sont pas toujours apparentes, mais qui pourraient éventuellement nuire à la progression de l'élève. Et donc, dans une évaluation diagnostique, on va pouvoir faire ressortir ces éléments-là. Donc, pour le prof, ça va lui permettre d'orienter son enseignement, de planifier des révisions, des périodes de récupération, ça peut être des ateliers aussi quand on voit que tout le niveau, il y a une problématique. On peut à ce moment-là faire un atelier pour plus d'élèves. Ensuite, donc, il va pouvoir, c'est ça, le premier, c'est d'orienter, voir où il s'en va dans son année, mis à part son programme, bien évidemment, mais
où il s'en va avec ses élèves, plus spécifiquement, et d'organiser, de planifier s'il a des à côté à faire pour mettre à jour. Et finalement, bien, ça va permettre de faire ressortir, de repérer tout de suite les élèves qui sont passés à travers les mailles du filet d'une année à l'autre. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Moi, j'évalue des élèves du secondaire et du cégep. Et ça m'arrive fréquemment que des élèves ont traîné depuis le primaire des lacunes, qui fait que là, rendu en secondaire 4, 5 ou au cégep, ça ne fonctionne plus du tout. Ils ne sont plus capables de compenser. Et il y en a que c'est dyslexique, là, assez évident quand même. Et on se demande comment ça se fait qu'ils ont passé comme ça. Mais c'est parce que les productions écrites, ils ont par exemple, en écriture, là, les productions écrites, ils ont des outils pour finaliser leur rédaction et donc ça ne paraît pas s'il y a des lacunes. Alors qu'une évaluation diagnostique de l'orthographe, par exemple, bien, ils n'ont pas de dictionnaire. C'est un premier jet, donc ils n'ont pas de dictionnaire de grammaire ou de Becherel, ce qui fait qu'on voit ce qu'ils ont réellement maîtrisé. Et vous savez que l'été, les élèves perdent, selon les écrits, jusqu'à 25 de ce qu'ils auraient dû, ce qu'ils ont appris finalement. Ils perdent jusqu'à 25 et là, ben, le reste, c'est ça, c'est mes références. Je ne savais pas si ça pouvait être disponible pour les gens, là, mais j'ai mis les références sur lesquelles je me suis basée. Fait que pour moi, l'évaluation diagnostique, c'est primordial dans ma pratique, mais ça devrait l'être pour tous les enseignants pour justement pouvoir savoir avec qui ils travaillent et mieux comprendre leurs élèves. C'était ma petite part. Merci beaucoup, Michel. On avait une question de André qui demandait par rapport au modèle de formation professionnelle que c'est seulement réussite ou échec. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce modèle-là? Même les autres, vous pouvez intervenir. Donc, on ne vient pas catégoriser dans des notes différentes, mais c'est réussi ou non réussi. Bien, tu vois, j'en jasais justement hier, j'étais au colloque de la QPC, puis il y a une prof qui a dit, on n'a pas le choix de mettre réussi et réussite ou échec parce que le système est fait comme ça, mais il n'y a rien qui empêche d'avoir une grille qui accompagne et qui donne les objectifs sur lesquels on s'est basé pour dire si c'est réussi ou si c'est échoué. Et là, de ce que tu me parles, c'est en formation professionnelle, c'est ça? Ben oui, j'ai dit FP, André, j'espère que c'est la… Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. La formation professionnelle, ben, comme moi, j'enseigne en secrétariat commerce, ben, les élèves, ils ont des objectifs à atteindre. Si on fait échouer une rédaction, c'est par exemple parce que l'élève avait des fautes d'orthographe, ben, on va lui dire travaille telle règle parce que c'est ça qui fait que tu échoues, ou ta structure de texte n'est pas correcte, il manque des éléments. Ben, on va lui dire, on va mettre des traces. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une note que ça demeure réussite-échec. C'est quand même, à mon avis, un peu comme si c'était chiffré. Là. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Pour moi, c'est l'équivalent. Là. OK. J'ai une autre question aussi de Marie-Claude Vallée qui demande les évaluations diagnostiques pertinentes, on se les procure où pour le primaire quand on parle du 2 et 3e cycle du primaire? Bien, ça, c'est une bonne question. Je vais en reparler un peu plus tard parce que justement, moi, j'en développe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de ça. Donc là, actuellement, j'en développe en orthographe, mais éventuellement dans d'autres, dans mathématiques aussi, parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais d'officiels, mais ça peut être comme moi, je les ai conçus, je m'en suis conçue, là, que c'est un bilan, dans le fond, de ce que l'élève devrait savoir pour partir son année, de voir, dans le fond, qu'est-ce qu'il lui reste de son année précédente et pour qu'on puisse savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler avant d'amorcer une nouvelle notion. C'est ça le but de l'évaluation diagnostique aussi, là, de savoir qu'est-ce qu'on a à réviser pour que les élèves puissent comprendre au moment où on va l'enseigner. Je ne sais pas si ça répond, mais effectivement, il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses, puis on a parlé 2e, 3e cycle du primaire, il y a Stéphanie qui dit même au 1er cycle. Ben oui, même au 1er cycle, puis même
au secondaire, je présume. Dans le fond, l'évaluation diagnostique, je comprends qu'elle a sa pertinence à chaque nouvelle étape là, Ouais. scolaire. Mais oui, exactement, exactement. Mais ça peut être un examen de l'année d'avant, un examen, je veux dire, tu sais, des questions, puis voir, ça peut être verbalement, c'est pas obligé d'être fait écrit, mais verbalement, c'est parce qu'on n'aura pas les réponses de tout le monde. Mais c'est d'aller vérifier les notions, du moins les plus importantes, comment les élèves les ont compris. C'est sûr qu'il y a la question de la mémoire, ils ne s'en rappellent plus. Bon, mais s'ils ne s'en rappellent plus, c'est parce qu'ils n'ont pas maîtrisé quand même, là. C'est une question de maîtrise et qu'ils apprennent trop vite souvent, puis ils ne comprennent pas. Ils apprennent comme en mathématiques, ils apprennent par cœur, puis ils oublient. Ils n'ont pas vraiment maîtrisé la notion. Ça va être à retravailler d'une année à l'autre. Les classes de mots en français, hein, en 5e secondaire, c'est à refaire tout le temps, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé dans le fond. Oui, puis là, on avait une suggestion, en fait, j'ai le goût de dire, de Nathalie, qui disait qu'il y avait des maisons d'édition qui en proposent dans leur matériel pédagogique pour tout le primaire. Puis il y avait également Edith qui ajoutait que le diagnostic, ça permet de vérifier si l'élève a les préalables, comme tu disais, Michel, ça fait bon à ce que tu disais, pour entreprendre de nouveaux apprentissages. Donc, on s'assure que les bases sont là avant d'ajouter. C'est exactement ça. De la nouvelle matière. Oui. Parfait. On va passer, Michel, si tu avais terminé, à Catherine qui vient nous présenter les raisons pour mettre en place une culture d'apprentissage, donc auto-évaluation des étudiants. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la motivation? Donc, Catherine, on te laisse la parole. Parfait, merci. Ça va être à mon tour de faire un partage d'écran. Parfait. Donc, moi, d'abord, je vais vous dire que contrairement à Michel, je ne vais citer aucune étude. Tout ce que je vais vous dire, c'est purement basé sur le fruit tout simplement de mon expérience. Parce qu'en fait, moi, il y a plusieurs années, j'ai commencé à mettre en place une culture d'apprentissage dans ma classe. Un des éléments qui m'a poussé à le faire, c'est simplement l'observation du fait que les élèves, les enfants, quand ils entrent en maternelle, ils arrivent avec beaucoup de curiosité, ils sont éblouis facilement devant des petites choses, puis ils ont vraiment un grand désir d'apprendre. Puis, ça, tranquillement, ça s'éteint tout au long de leur parcours. Puis bon, je comprends que, à la base, il y a une question aussi d'être humain qui se développe, puis qui grandit, puis bon, qui change. Là. Je veux dire, moi, dans ma vie d'adulte, il y a un seul adulte que je connais qui est capable de s'émerveiller devant un champignon dans 2 craques d'asphalte dans un stationnement, puis c'est mon père, puis je comprends que c'est pas la norme, mais je pense quand même que à travers leur parcours scolaire, on contribue d'une certaine façon à venir éteindre ce plaisir-là, puis parfois à éteindre aussi leur créativité. Les enfants puis les adolescents vont souvent se faire dire qu'à l'école, leur note, c'est l'équivalent de leur paye. Donc, ils vont comme enregistrer qu'ils doivent travailler dans le but d'aller chercher la plus grande note possible, puis tranquillement, c'est ça qui devient la priorité et non pas d'apprendre des choses. Puis même quand ils vont être plus vieux, on va commencer parfois à les faire entrer dans des moules pour qu'ils se conforment, pour qu'ils produisent bien, par exemple, à l'examen du ministère. Donc, on va leur dire, ta démarche, elle doit ressembler à ça, parce que dans le corrigé, c'est ça qu'il y a, puis c'est ça qui va te donner des points. Donc, moi, je pense que développer une culture d'apprentissage, ça permet de redonner à l'apprentissage sa place à l'école, parce que je pense que c'est pas mal la plus grande raison d'aller à l'école, c'est d'apprendre. Puis de réactiver un petit peu cette curiosité-là, puis de donner droit à la créativité aussi à nos élèves. On le sait, notre rôle en tant que prof a vraiment beaucoup évolué dans les dernières années, puis on n'est plus en train de chercher à distribuer des connaissances. Les connaissances, les savoirs, les jeunes y ont accès vraiment facilement, à un point que c'est rendu notre travail de les amener à discriminer qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'ils lisent. Il faut qu'ils apprennent à bien gérer les informations auxquelles ils ont accès. Et pour ça, c'est super important qu'ils apprennent à se connaître comme apprenants. Il faut qu'ils comprennent leur mécanisme propre à eux-mêmes d'apprentissage, de quelle façon ils apprennent, comment ils gèrent les informations. Il faut expliciter c'est quoi la métacognition, de terminer quelque chose, puis de se poser des questions, puis de voir, de sortir des stratégies qui ont bien fonctionné, nos défis, ils sont où? Parce qu'ils sont dans un monde qui est en perpétuel changement. On doit former des jeunes qui vont être capables de s'adapter rapidement et qui vont développer une panoplie de compétences. Puis là, je ne parle pas juste de compétences disciplinaires, mais aussi de tout ce qui est compétences socio-émotionnelles, tout ce qui est la créativité, puis l'aptitude à bien travailler en équipe, en collaboration.
quand les élèves évoluent dans une culture de la note, ben, ils vont enregistrer que faire une erreur, c'est nécessairement quelque chose de négatif, puis c'est mal. Alors que, c'est la seule fois que je vais citer de la recherche, mais c'est vrai que la recherche présentement démontre que les erreurs permettent au cerveau de se développer. Donc, on veut qu'ils en fassent. Une autre chose qui m'a amené à vouloir mettre en place une culture d'apprentissage dans ma classe, c'est que chaque fois que je donnais un examen traditionnel à mes élèves, je vivais toujours beaucoup de frustration parce qu'il y avait toujours un gros clash entre ce qu'ils produisaient dans les examens versus ce qu'ils faisaient dans ma classe. Puis moi, je leur donnais des situations d'apprentissage qui étaient vraiment plus difficiles, à mon avis, que ce qu'ils recevaient comme examen. Puis je ne comprenais pas pourquoi, systématiquement, quand ils se présentaient devant un examen, ça ne fonctionnait pas. Puis à un moment donné, j'ai dû me rendre compte que, ben, de un, quand ils apprenaient dans ma classe, je leur donnais des tâches qui étaient motivantes puis qui étaient stimulantes. Donc, ils avaient le goût de s'engager. Ils ne vivaient pas le stress de se faire dire ça, c'est une évaluation, puis c'est ça qui est super important. Puis, ben, dans les évaluations, tu sais, j'allais chercher des bons vieux problèmes là, avec Mario qui achète 53 melons pour aucune raison apparente et qui paie son melon X sur 10 plus 4 à la 2 $ du kilogramme. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Puis les élèves étaient comme tellement démotivés de faire ça que finalement, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis l'autre chose, c'est que j'avais beau m'entêter à leur dire que c'était pas la fin du monde si à l'examen, c'était pas parfait, parce que je tenais compte de tout ce qu'ils faisaient avant. Ça restait qu'au final, la seule rétroaction qu'ils recevaient puis qu'ils voyaient concrètement, ben, c'était la note de l'examen. Fait que j'avais beau dire oui, mais j'en tiens compte, eux, ça, concrètement, ils ne le voyaient pas. Fait que pour eux, ça n'existait pas. Surtout qu'avec une note chiffrée, ben, tu sais, je veux dire, la note, la rétroaction qu'elle donne, c'est combien de points tu as perdu à cause de tes erreurs. Donc là, on n'est pas en train de développer chez les élèves la prise de risque, d'accepter de prendre des risques puis de valoriser l'erreur, parce que le feedback qu'ils ont, c'est que si tu fais une erreur, voici tous les points que tu perds. Puis ça, ben, on sait que tu perds, excusez-moi, on sait que ça, c'est vraiment un grand frein pour les élèves, oui, qui ont des difficultés d'apprentissage, mais aussi pour ceux qui font de l'angoisse de performance, ça, c'est pas génial non plus. Donc, de travailler de développer une culture d'apprentissage, ça permet de donner une rétroaction qui est complète puis qui est efficace. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vraiment expliquer clairement puis explicitement les attentes aux élèves. On permet aux élèves de bien situer leur progression par rapport à ces attentes-là, puis on les amène à trouver des moyens pour mieux répondre aux attentes les fois d'après. Puis ben, le fait de faire ça, ça va mettre en place des conditions qui vont être favorables pour qu'ils fassent des apprentissages durables, comme Michel parlait tantôt. Si on travaille de cette façon-là, ben, l'élève va vraiment viser un apprentissage et non pas une note. Il y a plus de chances qu'il soit capable de réutiliser ses connaissances plusieurs mois après. Je prends une petite pause d'eau. Je peux en profiter pour partager 2-3 commentaires, Catherine, qu'on a eu dans le chat par rapport à ce que tu disais pendant que tu prends ta petite gorgée d'eau. Donc, il y avait justement Nathalie qui disait que tu avais raison quand tu as commencé à expliquer que c'est un peu triste que le modèle scolaire qu'on propose cible comme l'industrialisation de diplômés et non d'apprenants. On avait également un commentaire de Françoise qui disait, Françoise Barry, le continuum des compétences informationnelles est génial pour amener les jeunes à bien utiliser les informations qu'ils trouvent et qu'ils découvrent. Alors, tu sais, on voit qu'il y a un écho à ce que tu nous présentes. Et voilà, puis il y avait un autre petit commentaire aussi qui parlait justement de ce que tu venais d'expliquer, par rapport à l'apprentissage des notes, que c'était la vision à la base des programmes, puis que là, on a un peu changé ça pour pouvoir rentrer dans des cases là, qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs justement des examens du ministère et non y aller vraiment avec l'apprentissage, se connaître comme apprenant et développer nos compétences. Alors voilà, puis André va partager un lien aussi. Alors voilà pour la suite. Oui, puis tu sais, si je fais du pouce sur le commentaire que tu viens de me partager, c'est que on le sait qu'il faut qu'on développe des compétences, on les connaît, puis on l'a à cœur, mais ça demeure qu'on met l'emphase sur tout sauf ça. Je vais parler pour ma matière, là, il y a souvent des profs de maths qui sont super fiers de montrer à leurs collègues, regarde, tel élève, la démarche incroyable qu'elle a faite, c'est exactement celle que moi je fais au tableau.
Puis là, je suis comme, ben d'accord, bravo, votre élève est une très bonne photocopieuse, mais est-ce que vraiment la personne a compris ce qu'elle a fait? Moi, ça m'est arrivé souvent de questionner des élèves à l'oral suite à ce qu'ils m'avaient remis comme démarche. Puis ça arrive que des fois, les élèves font des démarches parfaites, mais finalement, quand on les questionne, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. C'est juste qu'ils ont vraiment habilement recopié quelque chose. Alors que des fois, sur papier, tu as l'impression que c'est n'importe quoi, mais quand le jeune a la possibilité de s'exprimer, ben des fois, ils disent, ben je savais que c'était pas comme ça qu'on l'avait appris dans la classe, mais moi, j'avais pensé faire telle chose, mais je me suis dit que ce serait pas bon. Fait que, tu sais, on valorise plus des fois la démarche qui ressemble à celle du prof que l'élève qui a trouvé une solution créative de résoudre le problème, ce qui est un peu triste selon moi, là. Mais bref, bon, je pourrais facilement là, vous parler de ça pendant 3 jours d'affilée. Si vous avez une tente, vous pouvez venir camper chez nous, puis on s'en parlera. Mais bref, je pense que si je peux résumer tout ça en une phrase qui est vraiment importante pour moi, c'est que l'idée, c'est de s'évaluer pour mieux apprendre et pas apprendre pour être évalué. Et là, on voit le S' et pas le j'évalue les élèves parce que moi, je pense qu'impliquer l'élève dans son évaluation, c'est vraiment, vraiment hautement bénéfique. Pourquoi? Bien, parce que si on veut amener les élèves à être responsables, à être autonomes, bien, il faut qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une part de contrôle sur ce qui leur arrive. Donc, si comme prof, on se la joue à la manière dictateur, puis qu'on est la seule personne qui a le droit de dire qu'est-ce que l'élève est capable ou pas de faire, bien, qu'est-ce qu'on va engendrer avec ça? Bien, ce qu'on va avoir dans notre classe, c'est des élèves qui vont se détacher du processus, qui vont être complètement désengagés, qui vont être passifs, puis qui vont vraiment être démotivés. Puis je ne sais pas pour vous, les profs qui regardent ça, mais moi, ce que je vois présentement à l'écran, c'est pas ce que je veux voir du tout dans ma classe. Donc, si vous arrivez à mettre en place dans votre classe une culture d'apprentissage, je dois par contre vous prévenir qu'il y aura des effets secondaires, mais positifs. Donc, vous pourrez graduellement éliminer ces phrases-là qui sont vraiment écrites en langage d'élève. Donc, moi, je n'entends plus des phrases du genre « ça compte-tu »,« combien de points que je perds si je me trompe puis je fais cette erreur-là ou que je fais ma démarche de cette façon-là et pas comme vous l'avez montré. Ça va être à l'examen? C'est vraiment plus une question jamais que je me fais poser parce que de toute façon, tout ce qu'ils font toujours est gardé comme trace, puis ils le savent. J'entends même des collègues des fois qui me disent hey, « j'ai un élève qui a calculé puis il n'a pas remis tel travail parce qu'il avait compté qu'il n'avait pas besoin pour passer, fait qu'il a juste décidé de ne pas le faire. » C'est vraiment, on passe à côté carrément. Le fameux « pourquoi j'ai 83 puis pas 84 », c'est, hein, on vient tout assez mal à l'aise de justifier le pourcentage, il vient d'où, ou la fameuse question « pourquoi mon ami a fait exactement la même chose que moi, mais tu sais, lui a eu 2 % de plus, pourquoi moi je l'aurais pas? » Ça, c'est tout du niaisage qu'on finit par éliminer à grands coups de culture d'apprentissage. Par contre, ce que vous allez vous faire dire, ce que vous allez entendre, c'est dans un premier temps, les élèves, là, ils vont vraiment être amenés à se demander « OK, je peux faire quoi pour devenir meilleur? » Et moi, j'observe dans ma classe des perles absolument incroyables d'élèves qui viennent me voir et qui me disent « OK, madame, j'ai pensé faire tel truc. Pensez-vous que ça va être suffisant pour bien m'améliorer puis bien résoudre tel problème que j'ai? » Donc, les élèves sont rendus que par eux-mêmes, ils vont proposer des moyens pour s'améliorer, qui vont tous être différents d'une personne à l'autre. Ils ne prendront pas le moyen du voisin parce qu'ils se connaissent de mieux en mieux comme apprenants puis ils savent qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Puis, si en plus vous impliquez l'élève, moi, les élèves, ils choisissent même leur note de bulletin. Je la valide évidemment, puis ils ne la choisissent pas au pif, là. Mais ce que ça fait en sorte, c'est que dans mes rencontres de parents, j'ai plus jamais des parents qui me demandent qu'est-ce que moi je vais faire pour que son enfant ait des meilleures notes, qu'est-ce que moi je vais faire pour aider son enfant, parce que c'est leur enfant qui doit le dire en faisant son bilan au bulletin. Ça fait que finalement, mes rencontres de parents, c'est rendu des parties de Noël. Là, je revois des vieux mononcles, des vieilles matantes que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Donc, voilà ce qui, pour moi, ma souris ne marche pas. Pourquoi moi, j'ai beaucoup... je suis contente d'avoir mis ça en place. Ça demande d'énergie, ça demande du temps, ça demande de se donner droit à l'erreur aussi, mais c'est vraiment payant pour nous, mais surtout vraiment plus pour les élèves. Catherine, je retourne faire un tour du côté du chat. On avait un commentaire de Frédéric qui disait commentaire d'un élève du cégep. Le log, c'est une touche sur ma calculatrice.
Il y avait Joanie aussi qui disait « Les initiatives personnelles sont vraiment chouettes quand on parle évaluation, mais il faut développer une culture au sein de nos écoles qui rejoint tous les enseignants pour partager leur vision de l'évaluation au service de l'apprentissage. » Très, très pertinent. Il y avait Mathieu aussi, en référence aux questions que tu entendais de tes élèves du secondaire, qui précisait que ses étudiants au bac posent aussi ces questions-là. Ça compte-tu? Ça va-tu être à l'évaluation? Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais renchérir par rapport à ce qui s'est dit, Catherine. Bien, en fait, je veux juste dire que, tu sais, oui, dans un monde parfait, c'est quelque chose qu'on mettrait en place globalement dans une école, mais moi, j'ai envie de vous dire, si pour l'instant, votre école n'embarque pas, puis que ça vous tient à cœur, puis que pour vous, ça vaut la peine d'investir le temps et l'énergie, ben allez-y, parce que tantôt, dans une des diapos de Michel, il y avait un article, je pense que c'était sur Sébastien Proulx, puis il était tout petit le titre, mais c'était écrit que les Finlandais, eux, mettaient pas de notes avant l'âge à peu près de 13 ans. Puis tu sais, la Finlande au Québec, c'est comme le but à atteindre là, dans notre système éducatif. Mais moi, je veux dire que j'avais assisté en 2020 à une formation sur l'évaluation donnée par des Finlandais. Puis j'allais là, mon Dieu, là, avec tellement d'espoir, puis j'avais l'impression que quand j'allais sortir de là, le monde allait être nouveau et tout allait s'ouvrir à moi. Puis j'étais vraiment triste de savoir qu'effectivement, ils ont la possibilité de ne pas mettre aucune note chiffrée avant 13 ans, mais la plupart ont choisi d'en mettre parce qu'ils ont cédé à la pression des parents. Fait que oui, la Finlande, il y a des super belles choses dont on doit s'inspirer, mais ils ont choqué autant que bien un bon nombre d'entre nous. Puis moi, je veux dire que j'en rencontre beaucoup des profs qui commencent individuellement à mettre ça en place dans des écoles. Je leur lève de un mon chapeau parce que c'est sûr que ça prend du courage, puis ça prend de l'énergie. Là, on se le cachera pas, c'est pas vrai que c'est facile, sinon les Finlandais, ils l'auraient fait, on va se le dire. Mais ça se peut. Ça se peut, puis des fois, vous allez voir des répercussions ailleurs dans l'école plus tard. Ça ne sera pas immédiat, mais à votre façon, vous allez semer des graines qui vont finir par porter fruit. Puis je vais citer les gens d'école branchées là-dessus. Là, je veux dire, des rockstars en éducation, il y en a dans toutes les écoles. Tout le monde a ça en soi. Donc, si vous y croyez, moi, je vous dis go. Puis si vous avez besoin de quelqu'un pour vous cheerer, vous m'écrirez. Ça va me faire plaisir de vous soutenir. Catherine, tu as ouvert une porte intéressante. Moi-même, je suis une mère, tu sais, puis évidemment, par rapport à ce qui se dit ce midi, mais depuis quelques temps déjà, je commence à changer ma vision, mais j'ai été longtemps le genre de mère à dire, ben moi, j'aimerais ça que tes résultats soient en haut de 80. Comment ça se passe, toi, la gestion des parents, justement, là, qui n'ont pas la chance peut-être, comme là, moi, je l'ai, d'avoir les deux pieds là, avec plein de gens très, très innovants, aux pédagogies innovantes, mais comment tu gères ça dans tes groupes, c'est cette partie-là? Bien, c'est sûr que les parents, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire ça, puis de ne pas leur expliquer pourquoi, puis de ne pas leur offrir votre temps s'ils ont des questions. Les parents, ils sont allés à l'école, donc, tu sais, des gérants d'estrade, il n'y en a pas juste des estrades de hockey, là. Je suis allée à l'école, donc je suis un pro de la pédagogie puis de la didactique. Ils ont appris comme ça, ils ont été évalués comme ça, puis c'est ça leur référence à eux. Fait il faut les informer sur comment on procède, mais surtout pourquoi on fait, puis c'est quoi les bénéfices qu'ils vont voir. Puis une fois que les parents sont sécurisés, puis qu'ils voient que vous savez où est-ce que vous en allez, puis que vous êtes confiants, ben ils lâchent prise, puis ils vous voient aller. Puis après ça, l'idée, c'est surtout, tu sais, ils vont se rendre compte rapidement que en enlevant les notes chiffrées, la rétroaction que vous allez donner nécessairement va leur donner tellement plus d'informations que juste un chiffre. Oui, au début, le chiffre est réconfortant pour eux parce qu'ils savent où se situer, mais ils vont voir au fil du temps que finalement, ils ont bien plus d'informations sur leur enfant. Puis, il y a un paquet d'irritants qui va s'éliminer aussi, tu sais, la gestion de stress. Et si, là, des fois, là, il y a des élèves, des matins de gros examens de fin d'année, les parents appellent dire « Mon enfant a vomi toute la nuit », c'est effrayant, là. Tu sais, oui, il faut apprendre à gérer son stress dans la vie, mais je pense que quand tu es un enfant ou un adolescent, le sport, par exemple, est parfait pour ça. C'est pas nécessaire que ça prenne ces proportions-là. Fait que non, j'ai une super bonne réaction des parents. Puis mes élèves, mettons ceux qui font des cours privés, ben, j'ai même plus besoin. Avant, il fallait toujours que je leur dise, ben, votre enfant, il a ça à travailler précisément. S'ils ne savent pas ça avec un 73 %. Mais là, quand on donne une rétroaction qui est vraiment complète, ils sont capables eux-mêmes de voir où ça accroche, qu'est-ce qui va bien, de faire le tri de ça, puis de mieux les accompagner puis les soutenir. Mais l'idée, c'est vraiment de rester ouvert, puis que s'il y a des parents qui chialent, ben, il faut voir que derrière le chialage, il y a beaucoup d'insécurité. Ils ont besoin d'être rassurés puis d'être écoutés. Puis ça fait vraiment, vraiment toute la différence, là.
Il y a beaucoup de commentaires par rapport à ce que tu viens de dire, Catherine. Je vois que le temps file, fait que je vais essayer d'y aller rapidement pour qu'on puisse laisser la parole à Annick. Donc, on a un commentaire d'Isabelle Roy qui dit qu'elle a débuté depuis 2 ans et quelques enseignants commencent à suivre, donc au niveau secondaire 1. Il y a également Isabelle Turcotte qui dit que tout s'explique, même l'évaluation en lien à ce qu'on vient de dire par rapport aux parents. Isabelle Roy qui dit « Je fais une rencontre en début d'année et ils adorent et comprennent. » Donc, beaucoup d'espoir quand même du côté des parents. Comme tu dis, il faut les sécuriser, il faut qu'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va avec cette… Puis c'est quoi les résultats, hein, tu l'as dit. On est dans les examens du ministère en ce moment, puis moi-même, je suis entourée de certains enfants et je vois qu'il y a énormément d'anxiété par rapport à ça. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on veut pour nos tout petits. Il y a Guy-Olivier Dionne qui dit « Tellement rafraîchissante, on est rendu là, il faut créer un chantier sur l'évaluation qui regroupera tous les acteurs au ministère, les enseignants, les parents, les directions. Le rapport du CSE doit être entendu, donc Conseil supérieur de l'éducation dont on parle ici, qui sont quand même très innovants. » Discussion pertinente. Bon, ça permet d'ouvrir le dialogue avec les parents, de les impliquer. J'ai une question de Nathalie aussi. C'est d'y aller rapidement, Catherine. Comment faire pour regarder la progression des élèves si l'enseignement est en silo? Première étape, arithmétique. Deuxième étape, algèbre. Donc, comment on réussit à uniformiser un peu tout ça là, au niveau d'évaluation? Bien, c'est sûr que si on travaille en silo, la progression est un peu plus difficile à voir. L'idée, c'est d'essayer d'y aller plus en spirale. Puis en maths, je pense que c'est quand même assez possible. Ou minimalement, là, si on est un peu mêlé avec la spirale, bien, juste des fois de faire des trucs qui sont synthèses, puis d'aller rechercher des trucs qu'ils ont fait avant, ça permet de voir si entre les deux moments, l'élève a fait une progression. J'essaie vraiment d'y aller vite, mais vite de même, ça serait ça le conseil que je pourrais donner. Là, juste de venir réactiver, venir ressortir des notions qu'ils ont vues avant, même si ce n'est pas ce qui est travaillé dans l'immédiat, ils devraient s'en sortir quand même, là, normalement. 2 autres petites questions rapidement. Marie-Ève qui demande, Catherine, tu envoies de la rétroaction à tous les parents de tes élèves via le portail, par exemple, et tu mets une note au bulletin? Non, là, je ne vais pas faire une infopub pour mon appli, mais c'est parce que c'est à ça qu'elle sert. Donc, je développe IBI dans le but d'avoir un outil, parce qu'avant, j'avais rien, j'avais des Google Sheets que je faisais des copier-coller dedans, c'était interminable. Donc, non, moi, j'entre aucune note au pluriportail avant le moment du bulletin, parce que là, je suis obligée, mais sinon, j'envoie toute ma rétroaction avec IBI. L'application que tu as toi-même développée suite à toute cette belle expérience que tu nous partages en ce moment. Écoutez, j'ai envie de passer à Annick, puis je reviendrai peut-être à certaines questions qui t'étaient formulées, Catherine. Donc, Annick, tu vas y aller un petit peu plus, toi, avec les spécificités de l'évaluation dans un contexte en ligne. Donc, je laisse sans plus tarder la parole. Bonjour, oui. Alors, bonjour à vous tous et à toutes. Je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de présentation. J'en avais débuté une et commencé une, mais je me suis dit non, je vais midi inspirant. Je vais d'abord commencer par partager mon expérience parce que je pense que plusieurs enseignants vont s'y retrouver et ça va permettre de comprendre la position que j'adopte aujourd'hui qui est favorable à l'évaluation sans notes et comment justement la techno permet de favoriser ce type d'évaluation-là. J'ai commencé en enseignement, moi je suis, comme on l'a dit, formée en enseignement du français. J'ai aussi enseigné en anglais. Puis quand on commence en enseignement, je pense que tout le monde est passé par là, on ramasse des bouts de tâches. On ramasse un bout de tâche par-ci, par-là, on remplace des enseignants, on arrive en cours d'année, on reprend leur planification et on reprend leurs évaluations. Donc, on a peu de temps pour réfléchir au processus. On répète et dans les débuts, j'étais dans la mesure seulement. Donc, j'évaluais pour constater, pour prendre une photo. J'avais tellement d'autres choses à gérer que je faisais comme mes collègues. Je savais que j'avais une note à mettre au bulletin et à l'époque, c'était sur nos feuilles, là, avec nos noms d'élèves. On avait des colonnes, puis là, on mettait nos chiffres. Puis on portait notre jugement en fin d'année en calculant chacun des chiffres. Puis j'avais un malaise à ce moment-là déjà qui se faisait sentir. Je me disais, ouais, mais ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que j'ai toujours réfléchi aux intentions pédagogiques de chacune des activités à laquelle j'ai attribué des notes? Non. Et là, je me disais, il faut que j'arrive à changer, il faut que j'arrive à justifier les notes de façon plus élaborée. Et là, je me suis mise à donner de la rétroaction, à écrire beaucoup sur les copies de mes élèves. Je me disais, là, je prends du temps
pour faire ça, j'avais l'impression que j'allais personnaliser un échange, donner un apport supplémentaire à l'élève. Encore là, j'étais dans ma position d'enseignante, je me mettais pas à sa place. Et là, j'en mettais du stock sur une copie. Je te dirais, je me disais, wow, il va être content, tu sais, je vais lui donner. Et là, quand je remettais la feuille, je voyais l'élève qui avait presque mal au cœur, tu sais, c'était quasiment une pollution que je faisais sur sa copie, puis il disait, oh, madame, j'ai même pas le goût de lire ça. Je me disais, pourquoi? Il y a du positif là-dedans, tu sais. Non, non, non. Puis je savais que c'était pas bien reçu. Le temps ne me permet, je leur avais pas montré comment recevoir cette information-là non plus. Et le temps nous manque. Quand dans notre processus d'évaluation, on évalue, on donne la rétroaction, puis c'est comme si on arrêtait à ce moment-là. Voici ta feuille, mais après ce que l'élève en fait et comment c'est reçu, on ne va pas plus loin parce que, justement, le temps, je le mentionne là parce que je vais y revenir, mais c'est ce qui fait qu'on prend des décisions. C'est souvent ça qui gère nos décisions en enseignement, le temps, et on se dit, ben, c'est pas grave, on va récupérer ailleurs, puis il va pouvoir comprendre ce qu'il n'a pas fait de correct, puis ma prochaine rétroaction va l'aider. J'ai avancé dans tout ça, j'ai commencé à modifier un peu, j'ai modifié mes rétroactions, ça, j'ai fait ça rapidement, je les ai rendues plus efficaces, je les ai écourtées et je les ai améliorées. Puis, la dernière année où j'ai enseigné en classe, ça fait plus de 6 ans, j'avais un groupe difficile, j'avais un groupe qui demandait énormément de gestion de classe, et rien de ce que j'avais fait auparavant ne fonctionnait. Donc, je me suis dit, là, je dois sortir de ma zone de confort, il faut que je trouve une solution parce que je ne finirai pas l'année, puis eux non plus ne finiront pas l'année. Donc, là, je me suis mise à faire un peu à ta manière, Catherine. Je disais, je vais faire des plans de travail. Je vais individualiser l'approche, je n'ai pas le choix et je vais aussi tester des choses en évaluation qui vont permettre de conscientiser l'élève, de le rendre impliqué dans son processus. Alors, ce que j'ai fait, l'idée de plan de travail, ça se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'ils commencent à me remettre des productions. Et là, moi, je les corrigeais, je mettais une rétroaction sans note. Je leur redonnais leur copie. Je leur donnais une grille d'évaluation. Je leur disais, maintenant, à toi, j'aimerais ça que tu t'évalues. C'est à partir de la rétroaction que je te donne, est-ce que tu es en mesure de te classer quelque part dans la grille descriptive? Et je vous le dis, je me suis fait répondre par un élève, je ne suis pas payée pour ça. Là, je me suis dit, OK, Annick, il aurait peut-être fallu que tu mettes la table. Tu sais. La culture, elle est importante, tu l'as mentionné. La culture de l'évaluation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre le temps d'expliquer. Puis là, bon, c'était bien drôle, c'est une anecdote, mais sachez que ça va arriver là, à partir du moment où vous allez vouloir changer les choses. On est toujours un peu réfractaire au changement. Donc, il faut vraiment établir les bases que sont celles que vous adopterez. Et par la suite, moi, la réflexion, c'est continuer parce que je me suis dit, l'évaluation s'en note à sa place. Parce que, et là, j'ai fait mes études à la maîtrise. Mon sujet d'essai était justement à propos de la tension qu'on a entre le jugement et la mesure. On a un jugement, on est des professionnels. Comment je fais? La note, elle signifie quoi? Parce que moi, j'accumule des traces. J'ai une intention pédagogique. Je suis dans un processus. Je prends des décisions et je suis en mesure de déterminer si mon élève progresse. Je n'ai pas besoin d'un chiffre pour l'attester. C'est le parent qui a besoin d'un chiffre. C'est le système qui a besoin d'un chiffre pour classer mon élève. Donc là, ma réflexion, on va continuer là-dessus. Puis, là, je ne vais pas me perdre dans mes idées. Et là, ça m'amène à justement à réfléchir sur comment la techno, parce que moi, dans mon enseignement, j'ai toujours été, la technologie a toujours fait partie. Il y a même 10 ans, alors que peu d'enseignants l'utilisaient à ce moment-là, je ne sais pas si je suis mêlée dans mes années, il me semble qu'il y a 10 ans, on n'utilisait pas tant que ça. J'ai toujours travaillé pour essayer de cumuler des traces en dehors du cadre traditionnel. J'avais déjà à l'époque créé un forum de discussion sur forumactif.net. Je ne sais même pas si j'avais le droit de faire ça avec les élèves, mais en tout cas, je l'ai fait. Les élèves étaient sur le forum. J'avais des sujets, c'était à propos d'une œuvre littéraire. J'avais des questions auxquelles ils devaient répondre. Et pour moi, c'était de les sortir du cadre traditionnel et de leur montrer comment ils étaient en mesure de faire une production écrite dans un autre contexte que je ne notais pas, mais qui était nécessaire. J'avais des balises, je leur donnais, c'était motivant pour eux de voir
OK, mais je fais quelque chose qui est utile, j'apprends en même temps à développer ma compétence numérique. Bon, et là, j'arrivais à donner de la rétroaction pour leur permettre de réintégrer ça après ça dans une production écrite dans le cadre de la classe. Alors, la techno, elle est là parce que le bénéfice de la technologie, c'est que ça permet de donner, de réaliser une tâche dans un temps différé. Donc là, l'élève avait le temps de se positionner devant sa tâche, prendre le temps d'y revenir quand il voulait. On avait un délai pour la réaliser. Donc, c'est l'avantage de penser, de cumuler des traces avec la technologie. Donc, ça a été une idée que j'ai continué de travailler aussi. Puis maintenant, chez Tutsecours, c'est la réflexion qu'on a, c'est comment on peut justement accumuler des traces sans notes qui vont permettre à l'élève d'avancer, de progresser, d'apprendre de ses erreurs. Par exemple, même concrètement, là, je parle de Tutsecours, je vais y revenir plus tard, mais même concrètement, pour les enseignants, c'est le portfolio numérique. Peut-être utilisez-vous déjà cet outil-là, qui est celui de pouvoir demander à l'élève, par exemple concret, on lui donne une production avec rétroaction. Ce soir, est-ce que tu es capable de me donner ton interprétation de la rétroaction que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu te donnes justement comme objectif la prochaine fois? Ça peut être envoyé par un Vocaro, ça peut être envoyé de façon assez simple, mais qui permet de garder ça en banque. Ce qui fait que quand je vais vouloir porter mon jugement à la fin de l'année, je vais pouvoir revenir en arrière, voir parce que souvent, ça se peut que je ne me souvienne pas qu'est-ce que j'ai dit la première fois. Tu sais, quand c'est sur papier, souvent, les évaluations qui sont plus officielles, on les garde dans un portfolio papier. Est-ce que je suis retournée dans mes papiers? Pas toujours. On dirait que l'accessibilité aux outils technologiques est plus facile, d'avoir un continuum aussi dans les apprentissages, dans les traces que l'on récolte. Ce qui me permet de faire des allers-retours et permet à l'élève aussi de retourner, quand il a accès à son portfolio numérique, de retourner sur ce qu'il a fait, de voir la prof, elle m'a dit quoi. Donc, même moi, de lui dire, va voir, retourne sur l'intervention que j'ai faite, vois ce que tu peux faire dans ta prochaine production. Donc, non seulement la technologie permet de pouvoir de se poser, autant en tant que pédagogue que pour l'élève qui, lui aussi, je me promène un peu dans mes idées parce que j'ai sauté des points, mais j'espère que ça a du sens. Mais sinon, un autre exemple que j'ai aussi, c'est que l'enseignant peut demander à l'élève de faire son devoir virtuel ou déposer son devoir, lui fournir le corrigé. Et l'élève peut s'auto-évaluer, faire le comparatif. Les élèves ont c'est quand même naturel de vouloir savoir c'est quoi la bonne réponse. Comment on fait pour arriver à la bonne réponse? Comment je peux faire les choses différemment aussi? Donc, le fait d'avoir ce temps-là, alors qu'en classe, on ne l'a pas nécessairement. Donc, en classe, le prof, il est là, il va faire du modelage, il va faire un problème mathématique au tableau. L'élève, il est là, passif, il l'écoute. C'est super clair. Hein? Moi, ça m'arrive souvent, j'écoute quelqu'un, c'est super clair. J'arrive à la maison pour faire le programme. Je fais le problème, pardon. Je fais comme, par où je commence, donc? Qu'est-ce que je dois faire? Comment que le prof a fait? Ah, je m'en souviens pas. La techno permettrait d'avoir une vidéo de ce prof-là que l'élève pourrait réécouter en capsule, le réécouter le nombre de fois qu'il veut, l'écouter, le mettre dans ses oreilles. Je veux dire, je fais la blague, tu vas nous écouter, tu vas m'écouter en te couchant ce soir dans tes oreilles, tu sais, ça va rouler durant la nuit. Mais façon de parler, mais tu sais, il faut voir la techno comme un support vraiment important à l'apprentissage qui va favoriser aussi les élèves qui ont par exemple des problématiques de concentration pour qui, par exemple, son cours de maths est toujours à la 4e période. Donc, il est pris toujours là, il ne vit pas de réussite parce que c'est un moment où il n'est pas disposé pour recevoir cette information-là. Alors, le fait de pouvoir, le soir, avoir accès à de l'information en différé par la techno, ben, ça lui permet justement d'aller, OK, ou samedi matin, est-ce que nos élèves étudient samedi matin? Il y en a sûrement, mais qui pourrait dire, OK, là, il faut vraiment que je me donne du temps, j'ai accès à la capsule, je vais l'écouter, je vais être concentrée à ce moment-là. Ça va me permettre de revenir lundi puis d'être en mesure d'affronter le reste avec une base que je vais pouvoir avoir apprise à mon rythme. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour des traces qui restent. C'est ça, c'est la beauté de la techno.
Merci Annick. Oui, effectivement, personnaliser le parcours d'apprentissage, les apprentissages, on se rend compte que ça aussi, c'est plein d'efficacité. Il y avait d'autres petits commentaires que j'avais envie de vous partager. Entre autres, on avait un commentaire de Joanie à tout le monde qui disait « Nous avons chez nous un barème avec des critères observables qui témoignent du développement de compétences en lien avec des pourcentages. Chez nous, un élève ne voit aucune note durant tout son parcours scolaire, sauf au bulletin. Et ce chiffre, il est en lien avec un descriptif avec lequel je peux discuter avec l'élève et ses parents. » Beaucoup de rétroaction, hein, ça revient encore à l'idée d'en donner beaucoup pour venir préciser. Et donc, beaucoup de rétroaction et une évaluation par critère pour informer l'élève, le bonheur pédagogique. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs disciples de l'évaluation, en fait, avec rétroaction et pas se baser simplement sur un chiffre. Catherine, il y a eu beaucoup de questions par rapport à IB. Il n'est pas question ici de placement de produits, mais peux-tu quand même nous donner un petit aperçu comment ça fonctionne pour ceux qui sont intéressés, puis quoi faire s'ils veulent comprendre comment ça fonctionne, puis comment on peut déployer ça dans notre classe, là, si on a envie de… Absolument. J'ai essayé de faire ça en super accéléré, là. Hop, en commençant la dernière diapo, ça va bien. OK, vraiment rapidement, là. Bon, je vais commencer avec ci. Bon, dans IB, on crée son compte, l'élève, le prof et le parent ont accès. On crée notre évaluation, fait qu'on entre les blocs qu'on veut. Là, moi, j'ai compétences, stratégie, notions, mais on peut entrer ce qu'on veut. On vient définir c'est quoi les critères puis les sous-éléments. Je vous fais ça vraiment, vraiment vite. L'élève va venir s'évaluer avec un choix de 4 symboles. J'ai écrit ou pas en parenthèse parce que parfois, dépendamment du type d'évaluation, des fois, ça donne que c'est juste nous qui portons le jugement. Donc, il y a possibilité d'avoir la co-évaluation ou juste l'évaluation du prof ou même juste l'évaluation de l'élève. Donc, l'élève, bon, supposant que l'élève s'évalue, le prof va venir faire l'évaluation également de l'élève. Soit, des fois, on peut entrer notre évaluation avant que l'élève ait fait la sienne. On peut carrément la faire pendant que l'élève est en train de travailler. On peut se prendre des notes ou on peut faire notre évaluation après que l'élève ait fait la sienne. Mais la chose importante à savoir, c'est qu'en aucun cas, l'élève ne voit l'évaluation du prof avant qu'il ait entré la sienne. Ça, c'est super important parce qu'on ne veut pas que l'élève fasse juste mettre exactement la même chose que le prof et qu'il ne se force pas, évidemment. Puis ensuite de ça, bien, suite à l'évaluation, à l'entrée de l'évaluation du prof, l'élève va savoir par un courriel si lui et son prof sont d'accord. Et dans le cas où il ne serait pas, il est forcé de retourner dans IB, de reconsulter les modifications du prof, puis de cocher une case qui dit « J'ai lu et j'ai compris les modifications de mon enseignant ». Donc, c'est ça qui devient super intéressant. On souhaite que ça se passe parce que c'est là justement que le dialogue s'ouvre puis que la rétroaction prend tout son sens. Il y a possibilité d'ajouter des commentaires de la part du prof, de l'élève et même du parent. Donc, ça, c'est super le fun. Je vous en ai mis des exemples rapidement. Fait que ça crée une espèce de triangle super positif pour l'élève. On peut aussi ajouter des pièces jointes. Fait qu'on peut aussi le jumeler puis que ça devienne à la fois nos traces de notre rétroaction, mais un portfolio aussi. Fait qu'on peut mettre des documents, on peut mettre des photos, on peut mettre des liens pour tout ce qui est audio, vidéo, même des liens de site web. Puis, c'est possible aussi bon, oui, c'est vrai, on peut voir toute notre classe avec un seul coup d'œil. On peut voir toute la classe sur une seule page. Fait que ça, c'est pratique aussi pour nous parce que, c'est comme vous voyez ici, là, pour Thomas, là, ça signifierait que lui, il s'était mis le sifflet alors que moi, je jugeais qu'il devait avoir la médaille. Donc, si moi, surtout en début d'année, je vois que dans une colonne, il y a beaucoup d'endroits où il y a 2 symboles, bien, ça veut dire que je n'ai pas été assez explicite dans ma description de ça correspond à quoi avoir un sifflet ou une médaille pour la C1, la C2, par exemple. Fait que même moi, je peux me remettre en question puis m'améliorer. Puis, j'ai la possibilité de créer un bilan de progression, donc de sélectionner des évaluations qui sont importantes pour moi, puis de demander à l'élève de faire un portrait global suite à cette évaluation-là. Je vous ai vraiment garoché ça en 4 secondes d'écart, mais essentiellement… Ça faisait des beaux liens à Catherine avec ce qu'Annick venait de dire. Donc, l'idée d'avoir un portfolio où tout est là au même endroit, tu sais, puis on peut aller voir ce qu'on a mis en début d'année. On peut avoir une bonne idée là, en quelques clics là, de la progression de l'élève. Donc, super intéressant pour ça. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, il reste encore peut-être 1 minute. Je ne sais pas si vous voulez partager un petit mot de la fin, mesdames, là, par rapport à ce qui s'est dit là, dans la dernière heure.
Ben, moi, il y a juste une affaire, j'ai vu passer pendant qu'Annick parlait dans le chat, je pense que c'est Vincent qui a mis le lien du site web d'IBI. Je veux juste dire que moi, je travaille, j'enseigne à plus que temps plein et mes développeurs aussi. Notre site web il est vraiment dégueulasse. Fait que fiez-vous pas là-dessus pour vous faire une opinion de nous. Écrivez-moi à la place, là, je vous le présenterai, mais s'il vous plaît, fiez-vous pas à ce site-là, il est vraiment laid. Il n'y a aucun autre mot adéquat pour le décrire. À quelle adresse on peut t'écrire, Catherine? Voilà, l'adresse que Vincent vient juste, voilà, exactement. Parfait, excellent. Mais écoutez, je pense que ça peut être Michel, Annick, un petit mot de la fin. Oui, bien, c'est parce qu'on devait présenter nos produits, mais là, on n'aura pas le temps. Moi, juste dire que c'est ça, moi aussi, j'ai des solutions. Donc, c'est sûr qu'une évaluation diagnostique, c'est très long à faire, à corriger, à analyser. Et les solutions que j'apporte, c'est que ça s'auto-corrige. Donc, c'est vraiment des solutions informatisées. C'est sur le site evadi.ca où vous pouvez y aller. Pour l'instant, c'est seulement Evadigraph, mais Evadimat est déjà dans ma tête et déjà en conception, même en validation de contenu auprès de quelques orthopédagogues. OK. Donc, tu as déjà un outil pour évaluer l'orthographe. Oui, l'orthographe lexicale et grammaticale, parce que souvent, c'est pas juste souligner les fautes, c'est de dire c'est des féminins dans les adjectifs ou c'est le confusion conditionnelle future, les raies, par exemple. C'est très, très détaillé. Parfait. Merci, Michel. Donc, evadi.ca si on veut en savoir plus. Oui, puis juste pour dire qu'il y a un webinaire gratuit vendredi le 17 juin, ceux qui ont le goût d'en apprendre plus et de l'expérimenter. Donc, juste aller sur evadi.ca, l'onglet webinaire, et vous pourrez participer. Bon, excellent. Merci, Michel. Et Annick, un petit mot peut-être par rapport à Études Secours? Oui. Ben, de notre côté, Études Secours, école en ligne avec laquelle j'ai la chance de travailler, c'est-à-dire que je peux contribuer à la réflexion justement sur tout le processus d'évaluation. On est en inscription pour les cours d'été, mais notre plateforme, elle est autoportante, favorise justement les interactions, activités pédagogiques, rétroactions, sans notes jusqu'à la préparation qui est la finalité, qui est l'examen au bout du compte qui va attester du niveau de compétence. Mais bref, on est là à étudesecours.com. L'offre de cours est là, le descriptif et tout ça pour les cours d'été. Puis on va avoir une belle offre de cours aussi pour l'année scolaire prochaine. Excellent. Merci beaucoup encore, mesdames, pour votre contenu extrêmement pertinent. Je pense que ça a vraiment plu. Puis merci aux gens d'avoir été là également, de votre dynamisme dans le chat. C'était vraiment passionnant de vous lire. Alors, je souhaite un bon après-midi à tout le monde. Bye! Bon après-midi. Merci.